Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous vous remercions d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je suis Vincent Julia, je vous accueille donc au nom de la Banque Transatlantique pour un webinaire philanthropie consacré à la réanimation et à l'intelligence artificielle dans la réanimation. Nous tombons pile, si je puis dire, en termes de calendrier, compte tenu de l'actualité extrêmement dense en ce moment sur le plan sanitaire. 4000 lits de réanimation qui sont occupés en France en ce moment, avec soit proche des 80% des capacités. Donc cette conférence tombe à point nommé. Elle est organisée par le service de conseil en philanthropie de la Banque Transatlantique, un département qui a été créé il y a 5 ou 6 ans maintenant et qui a une activité de conseil auprès des clients de la banque qui souhaitent investir dans les questions d'intérêt général, et puis qui a une activité dense également d'action de sensibilisation, dont fait partie ce premier webinaire. Habituellement, nous faisons plutôt des événements évidemment en physique, et nous publions également beaucoup d'articles, soit sur le site internet de la banque, soit sur les réseaux sociaux, articles et interviews de philanthropes, voilà, qui nous partagent aussi couramment leur expérience. Vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes ces publications en vous abonnant à nos comptes Banque Transatlantique, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn, et également au travers de la chaîne YouTube de la banque. Nous avons 1 heure devant nous. Nous allons donner très bientôt. Je vais donner la parole donc au professeur Jean-Daniel Chiche et à Johanna Benesti, qui nous font l'honneur de venir nous expliquer en profondeur leur activité dans le domaine de la réanimation et de l'intelligence artificielle. Nous avons deux très grands spécialistes, puisque le professeur Chiche est donc chef du service de médecine intensive au CHU de Lausanne, après avoir été chef de service adjoint pendant une 20aine d'années à Cochin. Vous êtes professeur de réanimation également. Vous avez présidé la Société européenne de réanimation et vous êtes fondateur et président du fonds 101. Vous nous expliquerez ce que c'est que ce fonds de dotation. Johanna Benesti, vous êtes associé du BCG, du Boston Consulting Group, responsable de la santé publique dans ce cabinet, donc vous interagissez avec les autorités de santé publique en France et avec les autorités internationales. Vous êtes également donc plus spécifiquement en charge des aspects de santé publique au BCG Gamma. Vous nous expliquerez aussi sans doute rapidement ce qu'est BCG Gamma. Voilà, vous allez avoir la parole pendant 35-40 minutes environ, et puis ensuite nous aurons une séance de questions-réponses. Nos invités peuvent poser leurs questions dans le chat et tout au long de la présentation. Voilà, je vous donc cède la parole, c'est à vous, nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention et de passion. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une excellente heure de conférence. Bonjour, merci Monsieur Julia et grand merci à la Banque Transatlantique de nous donner cette opportunité. Johanna Benesti et moi sommes ravis d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous autour globalement de la vie, de l'intelligence artificielle et de la façon dont l'intelligence artificielle peut révolutionner, nous aider à changer le monde de la réanimation. On aurait adoré être en présentiel avec vous, mais bon, on ne peut pas se plaindre lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et de digital que de se retrouver avec des solutions digitales aujourd'hui pour échanger. Alors cette révolution digitale, tout le monde en parle, la société civile, le monde économique appelle ça aujourd'hui la 4e révolution industrielle. Ça semble être il y a des années lorsqu'on pouvait se réunir physiquement et à Davos parler de cette 4e révolution industrielle, cette transformation digitale qui est en train de globalement déferler sur la société et à peu de choses près sur tous les domaines de la société. C'est intéressant parce que quand on repense à ce qui se passait il y a
vous allez me dire c'était le siècle dernier, mais au milieu des années 80, quand Apple introduisait le Macintosh en disant finalement on fait le pari qu'il y aura un ordinateur dans chaque maison, dans chaque foyer, et que si les gens ne sont pas suffisamment habiles pour se servir des computers, on apprendra l'homme au computer. Je pense que personne ne se doutait que ça prendrait l'ampleur que ça a pris aujourd'hui et que ça aboutirait à faire en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui étaient peut-être adolescents à cette époque se sont retrouvés dans ce monde du digital avec à la fois des applications professionnelles, mais aussi des applications ludiques qui font que les gens pouvaient par exemple jouer à Second Life et s'inventer une deuxième vie. Je parle de cette deuxième vie parce qu'en fait, 101, c'est un peu ce qu'on fait. On vit tous cette vie debout, en étant parfaitement maître de nos projets pour demain, en pleine santé, en pleine possession de nos moyens, jusqu'au moment où un accident, une infection, un incident de la vie nous amène en position zéro dans un lit de réanimation, où finalement notre vie dépend des soins de ces équipes de réanimation. Et ces équipes de réanimation, elles ont un but et un seul, c'est nous remettre en position 1, prêt à vivre ces secondes vies. Et c'est ce qui a un peu gouverné le nom de cette fondation, 101, et on appelle entre nous les miraculés de la vie des 101. Alors, aujourd'hui, la réanimation, le mot est entré un peu dans votre quotidien. C'était pas réellement le cas il y a un an, à peu de choses près. Et vous avez maintenant tous, je pense, compris que la réanimation, c'est la spécialité qui intervient à peu de choses près, quelles que soient les circonstances qui vont engager le pronostic vital. C'est la médecine générale des détresses vitales, des maladies cardiovasculaires, les complications du cancer, mais aussi l'insuffisance respiratoire ou les infections graves, comme le Covid, qui vous emmène en réanimation, qui nous emmène en réanimation. C'est aussi la spécialité qui rend possible les progrès de toutes les autres. Sans réanimation, il n'y aurait pas de transplantation, il n'y aurait pas de greffe. Sans réanimation, les progrès significatifs de la cancérologie ou de la chirurgie n'auraient pas vu le jour. Et aujourd'hui, pour vous, pour moi, ça veut dire que quand on a la chance de vivre dans un pays où on a accès à la réanimation, on va y aller entre 1,7 et 2 fois par vie. Et on estime, compte tenu du vieillissement de la population, on estimait, avant le Covid, que compte tenu du vieillissement de la population, les besoins en réanimation augmenteraient d'à peu près 40% d'ici 2030. Alors évidemment, ces infections graves, aujourd'hui, ça constitue une des causes principales d'admission en réanimation. Je vous redonne des chiffres qui datent, encore une fois, d'avant le Covid. Les infections graves, la forme la plus grave de l'infection, on appelle ça le sepsis, c'est la réaction anormale de l'organisme à l'infection. Le sepsis, il y a 4-5 ans, on disait ça tue 5 personnes toutes les heures dans un pays comme le Royaume-Uni. Vous voyez, toutes les heures, 5 personnes, alors que personne ne connaît le terme de sepsis. Encore une fois, avant le Covid, si on regarde le poids du sepsis dans le monde, en 2017, des données montraient une incidence d'environ 49 millions de cas de sepsis, 11 millions de décès. Ça représente 20% des décès de façon globale, ce qui veut dire que des gens qui ont un cancer, des gens qui ont une atteinte cardiaque, par exemple, peuvent finir par décéder de sepsis, de ces infections très très graves que l'on prend en charge en réanimation. Alors ça, c'était avant le sepsis. C'était avant la pandémie qui a fait que tout le monde a découvert le rôle de la réanimation, et ces couvertures de Time Magazine qui datent d'il y a à peu près un an ont montré à quel point le besoin d'admettre des patients graves en réanimation pouvait paralyser le monde, paralyser l'économie lorsqu'une pandémie comme ça se révèle. Alors cette pandémie, vous en entendez parler tous les jours. Aujourd'hui, on est à 118 millions de cas dans le monde, plus de 2,6 millions de décès, à peu près 100 ans après la grippe espagnole, 2,6 millions de décès.
En France, 4 millions de cas, 89 000 décès. Et comme le disait monsieur Julia tout à l'heure en introduction, on est aujourd'hui avec plus de 3 900 patients qui sont hospitalisés en réanimation sur les 5 000 lits que compte le pays. Et au cours de ces derniers mois maintenant, vous avez entendu que le nombre de lits de réanimation en France, c'est un sujet. C'est vraiment un sujet. Vous voyez que le nombre de lits de réanimation, si je peux récupérer le contrôle de la présentation, voilà, c'est un sujet. On essaye de trouver des lits supplémentaires pour faire face aux besoins. Mais un lit de réanimation, c'est pas ce que vous avez sur cette photo. C'est pas simplement un lit avec du matériel de monitorage, avec du matériel de perfusion et un ventilateur. Un lit de réanimation, c'est une équipe avant tout. Et ça, c'est un point essentiel parce que c'est aujourd'hui au carrefour de l'humain et de la technologie que se trouvent les solutions. Donc ces équipes, c'est absolument important de les armer aujourd'hui, de leur donner les moyens de mieux faire leur travail. Parce que si je vous ai dit qu'il a fallu une pandémie pour que le monde découvre le rôle de la réanimation, cette pandémie, elle a permis de confirmer un diagnostic que nous avons fait depuis 2018 avec cette fondation One One. C'est le fait que, en fonction du fait que l'ambulance tourne à gauche ou tourne à droite, vous n'avez pas exactement les mêmes chances. Si on prend le Covid, c'est des données qui ont été publiées cette année, on voit que en réanimation, dans un pays moderne comme les États-Unis, le taux de mortalité moyen est de 35% pour les patients qui vont en réanimation, mais avec des disparités importantes puisque vous voyez qu'il varie de 6,6 à 80%. 6,6 à 80% lorsqu'on est hospitalisé en réanimation pour un Covid. Alors, ça nous rappelle la triste réalité qui est simple, hein, c'est qu'il y a une réelle hétérogénéité des pratiques. Et pour rester aux États-Unis, si on peut retrouver la présentation à cet endroit-là, si vous comparez le top 10% des meilleurs hôpitaux donc d'Amérique et si vous comparez les 10% des moins bons hôpitaux des États-Unis, si on peut arriver à récupérer la diapositive, bah vous verrez que la mortalité de l'infection, la mortalité de l'infarctus varie de façon très significative, d'un facteur 2,3. Vous avez 2,3 fois plus de risque de décéder d'un infarctus dans les moins bons hôpitaux. Et cette hétérogénéité, elle varie sur d'autres complications. Par exemple, les infections cathétères sont 18 fois plus fréquentes dans les moins bons hôpitaux des États-Unis par rapport aux meilleurs. Et l'incidence d'escarres, ces complications cutanées et articulaires qui peuvent vraiment changer votre vie, bah, c'est 45 fois. Donc il y a une réelle hétérogénéité et ça nous ramène à se rappeler comment prenons-nous des décisions au lit du patient pour soigner ces patients. Alors évidemment, quand on a un patient devant nous, ce qu'on va faire dépend du patient qu'on a en face de nous, ce qu'on va faire dépend des ressources que nous avons à notre disposition et notamment de l'expertise de l'équipe et puis de ce qu'on sait de la maladie, des traitements qui ont été montrés comme étant efficaces, des techniques qui ont été montrées comme étant efficaces contre cette maladie. Et ça, on trouve ça dans la littérature scientifique et médicale qui est de plus en plus nombreuse et qu'il faudrait avoir la capacité de non seulement connaître, mais d'implémenter de façon systématique. Petite pause dans notre exposé, je vais vous poser une question simple à laquelle je vais vous demander de réfléchir. Il vous arrive un truc très très grave dans la vie, vous cassez votre téléphone portable, je vais vous poser une question très simple. Combien de temps est-ce que vous allez attendre avant de le changer? 17 heures, 17 jours, 17 semaines? Moi, je suis à peu près certain que si c'est de mon fils qu'il s'agit, dans les 17 minutes, il va m'appeler en m'en demandant un autre. Or, quand on est dans une situation au moins aussi dramatique, lorsque votre vie est menacée, on attend 17 années. On attend 17 années parce qu'il faut 17 ans pour que 14% des résultats de la recherche se traduisent par un réel changement de pratique. Et là, on voit bien qu'il faut changer.
il faut changer d'échelle. Je vous donne un exemple simple. Vous avez beaucoup entendu parler de ventilation artificielle, de détresse respiratoire aiguë au cours du Covid. Vous voyez, ça fait 20 ans maintenant qu'on sait que lorsqu'on baisse le volume qu'on va insuffler à chaque fois dans les poumons des patients, de 12 à 6 millilitres par kilo de poids prédit en fonction de notre taille, et ben on sait que si on fait ça, on réduit la mortalité. Et on le sait, ça a été montré, démontré, on en a parlé pendant les congrès pendant des années. Et vous voyez, quasiment 17 ans après, ben, on pouvait constater qu'il y avait moins de 20% des patients qui étaient ventilés avec 6 millilitres par kilogramme ou moins, et qu'il y avait plus de 35% de ces patients qui sont ventilés avec plus de 8 millilitres kilo ou plus. C'est très simple, mais ça montre bien que si on veut vraiment accorder des mêmes droits à chaque être humain, et je pense que vraiment dans les droits humains fondamentaux, il faut inclure la santé, l'accès à de la santé de qualité quand on a besoin de ça et que notre vie est en danger. Parce que si on veut changer ça, il faut changer d'échelle, changer de système, et c'est pour ça que nous avons monté 101, qui est le premier fonds de dotation international qui vise à améliorer la qualité des soins et à faire diminuer la mortalité en réanimation en utilisant les data et l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on veut essayer de jouer sur les 3 choses les plus importantes quand on pense à l'expérience d'un patient qui se retrouve en réanimation. D'abord, faire en sorte que qu'on comprenne plus vite, qu'on connaisse mieux les maladies qu'on est censé soigner et que les progrès de la recherche, effectivement, aillent plus rapidement et qu'ils soient rapidement utilisés, que cette évidence qui est mise à disposition des équipes cliniques, elle soit mieux utilisée de façon systématique. Et là aussi, vous allez voir que la data permet de faire quelque chose comme ça. Et puis, on veut essayer de faire en sorte que on s'interroge à ce qui se passe pour ces patients après. Parce que vous allez le voir, en fait, l'expérience patient, c'est pas simplement survivre à la réanimation, c'est des deuxièmes vies de qualité où on peut reprendre une vie normale, recommencer à travailler, recommencer à avoir des interactions sociales, parce qu'on a tout récupéré. Alors pour faire ça, évidemment, la data joue un rôle central, parce que il y a quelque chose de très spécifique en réanimation. Je vous ai montré tout à l'heure un lit de réanimation, en voilà un autre, où vous voyez énormément de matériel qu'on va mettre autour de ce patient. Si vous connectez ce matériel à un système d'information performant, vous pouvez récupérer entre 6 et 10 000 points de données par patient et par jour. Ce sont des données qui sont disponibles en temps réel, et puisque vous avez des données, vous pouvez les utiliser pour faire par exemple du benchmarking. Vous pouvez utiliser ces données pour que finalement elles deviennent un élément moteur du changement et le carburant de l'intelligence artificielle. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire avec 101. D'une part, financer des actions de recherche pour mieux comprendre des maladies que nous soignons tous les jours et donc financer des programmes de recherche plus intelligents, mais surtout faire en sorte que les données de cette recherche elles soient partagées, implémentées dans un réseau de réanimation affilié où nous allons pouvoir déployer un programme d'amélioration des pratiques qui s'appelle Satisfaction. Et l'impact, il est important. L'impact, c'est un potentiel d'1 million de vies à sauver, que nous pouvons sauver, 1 million de vies supplémentaires sauvées en 4 ans. Alors, 3 champs d'action. Le premier, on vient d'en parler, c'est mieux soigner, c'est d'améliorer les pratiques en mobilisant les soignants, en recentrant les soignants sur leur mission essentielle qui est de mieux soigner en utilisant les données de la science au quotidien. Et ça, il faut se rappeler que les soignants aujourd'hui, en 2020 ou en 2021, c'est 5 générations de gens qui travaillent ensemble à l'hôpital et dans nos institutions de santé. Et ces gens-là viennent de générations différentes, ils ont des valeurs différentes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeurs, et notamment quand on parle des plus jeunes, des millennials et des gens qui sont nés à partir de 97, la génération 2020, on a des gens qui sont non seulement désireux d'information et d'information rapide, qui maîtrisent complètement les sciences de l'information, mais qui restent
mobilisable et focalisé sur quelque chose qui a du sens. Et il y a peu de choses qui finalement a plus de sens que de sauver des vies. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de recentrer ces 5 générations sur ce qui est au centre de leur cercle d'or, à savoir sauver des vies, et mieux armer ces 5 générations en leur donnant les outils pour mieux le faire. Et je vais vous donner un exemple de ce programme Satisfaction, de ce qu'on peut faire avec ce programme, en vous montrant une étude pilote qu'on a fait il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans au Brésil. On a pris 16 hôpitaux publics où, dans leur service de réanimation, ils avaient une mortalité de 47,8, avec un rapport entre la mortalité observée dans ces services-là et la mortalité prédite par les scores, qui était de 1,46. Quand vous étiez hospitalisé dans un de ces services-là, vous aviez 1,5 fois plus de risque de décéder par rapport aux services qui ont servi à calibrer ces scores. En quelques mois, avec un programme qui commence par une auto-évaluation, par une formation aussi aux sciences de l'implémentation, et puis par l'accès à une plateforme qui permet de récupérer des données, de reformater ces données sous forme de tableaux de bord, les tableaux de bord qui permettent aujourd'hui à des entreprises de piloter, à des chefs d'entreprise de piloter leurs entreprises. Finalement, on donne à des équipes médicales des tableaux de bord qui leur permettent de vérifier qu'effectivement ils soignent de façon conforme aux bonnes pratiques, et si c'est pas le cas, leur permettre de bénéficier de formations en ligne avec des webinaires, de formations sur place, de coaching pour améliorer la qualité des soins et remettre dans le siège du conducteur finalement ces équipes cliniques de façon armée. Et on se retrouve avec un programme qui permet de réduire de façon très significative la mortalité. Et aujourd'hui, dans ces hôpitaux publics où il n'y a pas plus d'argent, où la population brésilienne n'est pas plus pauvre, lorsque 100 patients sont hospitalisés avec un risque de décès important, il n'y en a finalement plus que 66 qui meurent, alors qu'ils avaient une augmentation du risque de décès qui était de l'ordre de 1,5. Alors pour ça, il faut 2 conditions importantes. La première, c'est un réseau, et on a aujourd'hui un réseau de 1204 services de réanimation dans le monde qui sont animés par des experts cliniciens, par des conseillers scientifiques, des coordinateurs de programmes et un comité scientifique qui fait ces programmes. Et puis une plateforme digitale qui permet de collecter des données, et vous voyez qu'en connectant à peu près 5 ou 6 ensemble, vous pouvez très rapidement récupérer les données de très nombreux patients et voir finalement qui sont ces patients, quel est le type de patient qu'on voit dans ces unités, comment ces patients sont soignés et notamment quelle est la compliance avec les bonnes pratiques, de façon à ce qu'on puisse améliorer ces bonnes pratiques, encore une fois, pas avec une approche qui vient d'une organisation, mais avec une approche dont les soignants perçoivent l'intérêt, une démarche qualité qui est centrée sur le point essentiel de la motivation de ces soignants, sauver des vies. Autre champ d'action, évidemment, c'est mieux comprendre, c'est financer des programmes de recherche innovants, et dans ces programmes-là, on veut vraiment investir le territoire de l'intelligence artificielle, et on va maintenant vous donner quelques exemples dans ce domaine-là. Je reprends l'exemple de la Covid ou des pneumonies comme les pneumonies bactériennes, par exemple. Vous avez un agent infectieux qui vous cause une pneumonie, et on sait que cette pneumonie, elle peut revêtir différents aspects. Certains vont vous laisser tranquille à la maison avec des antibiotiques, certains vont vous obliger à aller à l'hôpital et être admis parfois dans une unité de soins intensifs, et puis parfois vous allez développer ces formes très très graves de pneumonie. Et quand on se pose la question de savoir finalement qu'est-ce qui régit cette interaction entre l'hôte et le pathogène, qu'est-ce qui fait le lit de la mortalité et de ces complications comme le choc infectieux ou l'insuffisance respiratoire aiguë ou l'insuffisance rénale aiguë, il y a tout d'abord la bactérie, la virulence de cette bactérie, la quantité de bactéries qu'il y a au sein de ces poumons malades. Il y a le fait que votre organisme est capable d'organiser ses défenses immunitaires, et ça dépend du fait qu'on prenne des médicaments immunosuppresseurs, de notre patrimoine génétique, et on sait que ça change avec l'âge.
Et puis, il y a évidemment les traitements, et dans ces traitements, évidemment, il y a des traitements comme les antibiotiques. Et c'est ça qui fait le fait que ces maladies se révèlent de façon différente, en sachant qu'elles touchent des autres différents et qui ont d'autres maladies. Vous avez vu, par exemple, qu'avec la Covid, l'hypertension artérielle, par exemple, était un facteur de risque, le diabète aussi. Il y a un certain nombre de comorbidités comme ça qui peuvent changer les choses. Et ce qui devient passionnant, c'est que dans cette rencontre singulière entre le microbe et l'être humain, il y a un autre être humain, une autre catégorie d'êtres humains qui va rentrer en ligne de compte, et ce sont les soignants qui ont le devoir de mettre en œuvre un certain nombre de techniques d'assistance, avec, comme on en a parlé tout à l'heure, un certain nombre de difficultés parfois, mais aussi d'intégrer toutes ces informations de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on comprend l'être humain en ayant maintenant séquencé son génome, en ayant intégré des données qui nous permettent de savoir quel type d'activité physique il a, quel est son exposome, comment il vit, quelles sont ses comorbidités, mais aussi les facteurs auxquels il peut être exposé, le tabac, l'alcool, des choses comme ça. Il faut intégrer toutes ces données. Et la grande difficulté d'aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on peut interpréter et intégrer une multitude d'informations cliniques et biologiques pour mieux comprendre, mieux prédire et finalement aller vers une médecine de précision pour chaque patient et mieux soigner. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il nous faut simplement des meilleurs docteurs ou est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux armer ces docteurs? Et évidemment, je pense que la réponse est assez naturelle et simple. Il faut qu'on utilise l'intelligence artificielle et toutes ses formes, le machine learning, le deep learning, les sciences des big data, pour nous permettre d'avancer et d'être mieux armés, de mieux comprendre et de mieux prédire qui sont les patients qu'on traite. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle en médecine, c'est déjà là. Quand on regarde l'imagerie, par exemple, je prends l'exemple de la radiologie, mais il y a évidemment la dermatologie, l'anatomopathologie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de transformer ces disciplines. Il n'y a pas de meilleur radiologue que le radiologue qui a vu tous les scanners du monde. Et évidemment, c'est beaucoup plus facilement un ordinateur qu'un individu. L'analyse de l'image, ça peut nous aider aussi, nous réanimateurs. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on met un patient sous ventilation artificielle, il peut se laisser ventiler de façon simple ou il peut se lutter contre sa machine. Et on sait que c'est délétère de lutter contre sa machine. C'est très compliqué pour un soignant d'identifier ces épisodes d'asynchronie. Aujourd'hui, on commence à avoir des algorithmes qui nous permettent de détecter les asynchronies entre le patient et le ventilateur de façon efficace, de prédire la survenue de ces asynchronies. Et on sait que c'est important parce que plus ces asynchronies sont importantes, plus elles vont être associées à des diminutions du taux d'oxygène dans le sang. Et aujourd'hui, il est possible pour un ordinateur de prédire sur quelques heures ce qui va se passer sur les heures suivantes et même sur les 24 heures suivantes. Et donc, ça peut nous permettre de changer notre stratégie de ventilation artificielle. Autre exemple, on a parlé tout à l'heure de sepsis, de ces infections graves. Là aussi, l'intelligence artificielle nous aide et peut nous aider de façon très spectaculaire. Je vous donne un exemple simple. On a créé il y a quelques années, lorsque je présidais la Société européenne de soins intensifs, une campagne qui s'appelait la Surviving Sepsis Campaign, avec un objectif qui était d'édicter des recommandations pour faire baisser la mortalité de ces infections graves. Et de fait, ça marche, ça fait baisser, quand on suit ces recommandations, la mortalité de 25%. Je vais vous faire une confidence. Lorsque vous présentez ces recommandations à un groupe de soignants, de médecins, et que vous leur dites qu'il faut, par exemple, utiliser des perfusions et mettre 30 millilitres par kilo de poids de ces perfusions dans les 3 premières heures, vous présentez ça à des médecins, la première chose qu'ils commencent à faire, c'est argumenter et se dire, mais finalement, pourquoi 30? Est-ce qu'il y a une étude qui a testé 30 versus 50 versus 10? Et on argumente très longtemps et finalement, à la fin, on ne fait rien. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut se tourner vers les données qu'on peut acquérir dans un réseau comme le réseau de 101, si on connecte tous ces centres, dans le soin quotidien qui est fait tous les jours avec des techniques qui sont des techniques d'intelligence artificielle. Et Johanna, par exemple, peut vous expliquer ce qu'est
le reinforcement learning. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une nouvelle frontière pour fusionner la recherche clinique et le soin. Johanna, je te passe la parole pour expliquer simplement cette technique qui n'est pas si simple. Johanna, on ne t'entend pas. Alors effectivement, Johanna, on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez une fonction qui vous permet d'activer un micro? Johanna avait des petits problèmes de connexion. Bon, je vais passer très rapidement sur cet aspect de reinforcement learning, mais on va essayer de rétablir la connexion parce que Johanna, après, a des choses vraiment passionnantes à nous raconter. Johanna, est-ce que vous voulez retester? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfaitement, Johanna. Ok, très bien. Non, donc sur le point du reinforcement learning, ce que je veux dire, c'est que vous êtes tous familiers du machine learning dont on a pas mal parlé. Le reinforcement learning, c'est un peu la prochaine frontière. C'est-à-dire qu'on va recréer un univers un peu comme dans un jeu vidéo, dans lequel, au lieu d'avoir une seule optimisation simple ou un faisceau d'optimisation simple, le modèle, si vous voulez, ou le robot, va chercher à optimiser un très grand nombre de variables ensemble. Et donc, à partir de cette simulation de la vie réelle, on va pouvoir apprendre des pratiques beaucoup plus compliquées. Et donc, typiquement, on pourrait resimuler toute la réanimation et on pourrait apprendre quelles sont les meilleures pratiques et découvrir des stratégies que la machine va déployer, qui vont nous permettre d'optimiser ces pratiques-là et donc d'arriver à un objectif qui pourrait être sauver des vies, par exemple. C'est un peu la nouvelle frontière, notamment en santé. C'est quelque chose qu'on voit développer de plus en plus dans l'industrie en général. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle frontière, elle est finalement déjà là. Et on a aujourd'hui des données qui montrent que lorsqu'on regarde comment des patients avec un sepsis, avec une infection grave ont été traités, combien de perfusions ces patients ont reçues, quand est-ce que les gens ont utilisé des médicaments pour remonter leur pression artérielle, et qu'on compare ce qu'ont fait les cliniciens avec ce que l'ordinateur a appris comme étant la meilleure pratique, celle qui diminuerait la mortalité le plus, on s'aperçoit que finalement l'intelligence artificielle fait mieux et qu'elle nous dit qu'il faut utiliser peut-être moins de perfusion. Là, les patients reçoivent la quantité de perfusion suggérée par l'ordinateur à peine dans 36% des cas. Et il y a à peine 17% des patients qui reçoivent des médicaments pour remonter la pression artérielle, alors que l'intelligence artificielle en prescrirait à 30%. C'est-à-dire que si on avait dans la poche ce clinicien intelligent, il nous donnerait des conseils à appliquer au lit du patient dont on sait que dans le contexte de soins dans lesquels ces données ont été acquises, elles permettraient de diminuer la mortalité. Et on voit que plus on s'éloigne de la recommandation faite par l'ordinateur, et plus la mortalité augmente. L'autre frontière, par exemple, sur le sepsis et l'intelligence artificielle, c'est passé de quelque chose de très simple et finalement très grossier, très peu spécifique. On dit de quelqu'un qu'il a un sepsis quand il a une infection et qu'on montre un dérèglement, si vous voulez, de son système immunitaire qui fait qu'il abîme ses propres organes. Et ça peut se traduire par une baisse de pression artérielle, une altération de la ventilation, une insuffisance rénale aiguë. Ces critères sont très grossiers et si on prend ces patients avec ces critères-là, c'est un peu comme si je vous disais un patient qui a un sepsis ou un choc septique, c'est un patient qu'on retrouve à la station de métro Châtelet-Les Halles. Mais vous ne savez pas si il est venu de Place de la Concorde et que finalement il a voyagé sur la même ligne pendant 2 stations, ou si ça fait 6 heures qu'il est dans le métro et qu'il a fait 14 lignes. Et évidemment, il ne va pas arriver exactement avec la même fatigue. Aujourd'hui, dans le sepsis, c'est exactement cette problématique que nous avons. Quand on regarde un groupe de patients septiques, il faut savoir dans quel état immunologique ils sont. Et ça me donne l'occasion de
de bien montrer que c'est à la frontière de la biologie et de la technologie que vont se faire ces progrès du XXIe siècle. Je vous invite à lire un livre passionnant qui vient d'être publié par Pascal Witz sur la façon dont la technologie va humaniser la santé. On est aujourd'hui exactement dans cette dynamique-là. Vous pouvez aujourd'hui regarder des patients qui ont une infection grave et puis regarder ces patients en regardant non seulement leurs caractéristiques cliniques, mais en prenant les cellules de leur sang et regarder comment les gènes sont modulés. Parfois, l'expression de ces gènes augmentée ou diminuée au cours de cet épisode infectieux. Et aujourd'hui, les technologies de l'information et l'intelligence artificielle nous permet de reclasser des patients, chose qui était totalement impossible pour un clinicien ou un scientifique sans ce type de technologie, et d'identifier ce qu'on appelle des endotypes, des caractéristiques cliniques et biologiques qui font que ces patients se comportent différemment par rapport à d'autres patients. Quand vous les rencontrez dans leur lit, ils se ressemblent, ils ont les mêmes caractéristiques cliniques, ils ont tous une infection, la pression artérielle est basse et ils ont peu d'oxygénation. Et quand on les regarde en détail, on s'aperçoit que ces patients-là, quand on regarde leur programme d'activation génétique, il y a par exemple ici 4 programmes différents qu'ils ont appelés Mars 1, Mars 2, Mars 3 et Mars 4. J'aime beaucoup l'allusion futuriste, et qui montrent que si ces patients ont le même type de défaillance d'organes, comme vous le voyez ici avec des scores habituellement utilisés, la mortalité de ces patients change de façon très importante et l'endotype Mars 1 est associé avec une augmentation très importante de la mortalité. Et ça permet de mieux stratifier ces patients. C'est un peu la même chose qui est faite dans ce travail où on regarde des patients qui ont un sepsis et qui sont indissociables cliniquement. Mais lorsqu'on va regarder des variables cliniques et biologiques, on arrive finalement à distinguer 4 sous-groupes de patients dont la mortalité est différente. Certains ont besoin de moins de médicaments vasopresseurs, d'autres sont plus âgés, ont plus de pathologies chroniques et développent plus d'insuffisance rénale, d'autres font plus d'atteintes pulmonaires, plus d'inflammation. Et in fine, on peut, en analysant un certain nombre de variables cliniques et biologiques avec les outils de l'intelligence artificielle, distinguer ces différents types de patients, ces différents phénotypes. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsque l'on réanalyse les essais cliniques qui ont été très souvent négatifs à la lumière de ces endotypes, on commence à voir des différences de mortalité et on commence à voir qu'un certain nombre de traitements qu'on a mis au placard, finalement, pouvaient être utiles à un certain nombre de patients. Alors là, on a parlé de sepsis. Une des complications fréquentes du sepsis, c'est l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë, c'est quelque chose à quoi on ne faisait pas assez attention en réanimation. Or, c'est un problème majeur. C'est 41% des patients de réanimation qui vont développer une insuffisance rénale aiguë. Ceux qui développent une insuffisance rénale aiguë sévère ont une mortalité qui est beaucoup plus importante. Ça augmente de façon très significativement. Il y a 10% de la mortalité attribuable en réanimation qui est directement liée à l'insuffisance rénale aiguë, directement liée, et la survenue d'une insuffisance rénale aiguë multiplie par 1,8 le risque de décès. Et sur les patients qui vont survivre, il y a plus de 6% des patients qui vont vivre avec la nécessité d'être dialysés. Alors on sait que ces patients, ils restent plus longtemps en réanimation, qu'ils ont besoin d'être dialysés, ils vont avoir un impact majeur sur les coûts du système de santé. Ils représentent certes 25% des coûts de réanimation, mais un patient qui va survivre après à ce type d'insuffisance rénale aiguë va coûter encore beaucoup, beaucoup plus cher. Et on a eu la chance, avec 101 et avec l'accompagnement du CG, de pouvoir changer un peu les lignes. Et je voudrais maintenant passer la parole à Johanna pour qu'elle vous explique ce qu'on a pu faire avec les équipes du BCG Gamma. Merci Jean-Daniel. Alors je vais te laisser la main sur les slides et je vais passer. Enfin, je vais essayer de nous garder du temps quand même pour les questions-réponses.
Comme le disait Vincent en introduction, moi, mon métier, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes. Et donc, la première question qu'on se pose, c'est de comprendre quel est ce problème. En l'occurrence, quand Jean-Daniel est venu nous voir, l'idée était de réduire la mortalité en réanimation avec une intuition forte, qui était que beaucoup de patients, beaucoup de patients, vous l'avez vu, plus de 40% développent ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë, mais c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Si je le mets dans mes termes de non-médecin, ça veut dire qu'une fois que je sais qu'un patient va développer ça, je peux soit le surveiller davantage, soit ne pas lui administrer des médicaments qui pourraient, des traitements ou lui injecter des choses qui pourraient, pour de bonnes raisons, mais néanmoins fragiliser davantage ses reins, soit carrément lui envoyer des choses qui sont protectrices du rein. Donc, ça paraît très important de pouvoir les prédire en avance. Sauf qu'en réanimation, les choses vont très très vite. Donc, l'avance, on parle de quelques heures, on parle de quelques jours. Et donc, ce qu'on s'est dit, ce qu'on a cherché à faire, c'était développer un peu ce que j'ai appelé, par abus de langage, un coyote de la réanimation. Donc, quelque chose qui vous dise 3 jours en avance, ce patient-là est à risque, ce patient-là risque de développer, il faut le surveiller, le protéger, il faut lui faire quelque chose. Et donc, on a essayé d'utiliser la donnée pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à 101 et pourquoi est-ce qu'on a pensé que c'était une bonne chose de le faire avec 101? Il ne s'agissait pas simplement de faire une recherche académique. Il ne s'agissait pas juste de faire un papier de plus qui allait contribuer à la foison de littérature qui pouvait exister. La différence qu'on a trouvée, nous, avec 101 et l'intérêt de notre expérience BCG, c'était de se dire que grâce à 101, on allait avoir accès à une masse de données phénoménale parce qu'on a un grand nombre de centres. Et ça, en science, c'est quelque chose qui est indispensable. D'abord parce que si j'ai pas assez de données, je peux pas démontrer les choses. Ensuite, parce que quand j'ai assez de données pour démontrer les choses, si je veux que les gens autour de moi soient convaincus, il faut que je puisse faire ce qu'on appelle des validations externes. Donc, il faut que je puisse tester ce que j'ai trouvé sur d'autres sets de données, sur d'autres centres de réanimation, et pas juste sur un centre qui a quelques lits. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui était crucial pour nous, c'était le potentiel de déploiement. Là encore, si je vais faire une petite recherche académique, comme on peut le faire, et c'est très bien, et c'est ça qui fait avancer la science, je vais le faire aux bornes de mon hôpital. Avec 101, on avait la possibilité de le faire aux bornes d'un hôpital, de le tester et de le valider sur un grand nombre de centres, et ensuite de le déployer très rapidement sur plus de 1200 centres. Et ça change tout, parce que ça veut dire qu'une fois que j'ai démontré ce que j'ai démontré, ensuite, je peux en faire profiter un très très grand nombre très très rapidement. Donc ça, ce sont les deux raisons pour lesquelles nous, on a voulu faire ce projet. Et ensuite, dans la façon dont on l'a dessiné, on a posé un certain nombre de contraintes. On a voulu d'emblée que ce qu'on trouve soit applicable à n'importe quel centre. On n'a pas voulu prendre des variables exotiques, on n'a pas voulu prendre des choses que personne ne regarde, on a voulu prendre des données et travailler sur la base de données que tous les centres de réanimation vont collecter quotidiennement. On n'a pas voulu prendre l'historique des patients. Donc notre modèle s'appuie sur des données qu'on a à partir du moment où on met le pied en réanimation, quel que soit le centre de réanimation dans lequel on travaille. Donc on a quelque chose qui, par design, est transposable à grande échelle assez rapidement. Alors si je continue un petit peu pour vous montrer ce qu'on a fait et en quoi ça consiste, et on peut passer sur les slides suivantes. On a commencé à regarder donc plus de 100 000 points de données, des données patients sur plus de 15 ans, donc énormément de données, un grand nombre de paramètres qu'on a travaillés, c'est-à-dire est-ce que je regarde un paramètre, est-ce que je regarde sa moyenne, est-ce que je regarde sa médiane, est-ce que je regarde sa dérivée, qu'est-ce que j'en fais. Ensuite, on a sélectionné ces paramètres, et là j'insiste sur le fait qu'on a atterri sur un nombre de paramètres restreints. Et là encore, c'est quelque chose qu'on a fait à dessein. C'est-à-dire qu'on a essayé d'optimiser la performance du modèle, le fait de trouver quelque chose qui soit effectivement prédictif, suffisamment prédictif et qui fasse peu d'erreurs, avec le fait d'avoir un nombre restreint de paramètres. Si je donne à un médecin 50 paramètres et que je lui dis, voilà, j'ai une recommandation qui n'est pas celle que tu avais en tête intuitivement, et elle s'appuie sur 50 paramètres que j'ai, pardonnez-moi l'expression, tambouillés dans un coin. Il y a assez peu de chances pour que le médecin accepte de suivre cette recommandation. Par contre, si je lui dis, bah là, j'ai 10 paramètres. Regarde, ils sont logiques. On les a travaillés ensemble, avec des équipes de médecins. Regarde, tu comprends toi-même pourquoi, quand celui-ci augmente, il se passe ça, quand celui-ci accélère, il se passe ça, etc. Là, j'ai une chance de le convaincre. Si c'était juste 2-3 paramètres, le médecin me dirait, bah, t'es mignonne, mais en fait, je peux le faire tout seul. Mais 10 paramètres en réanimation, ou une dizaine de paramètres en réanimation tous les matins, à processer dans la tête d'un médecin, bah, en fait,
si j'arrive à montrer ce modèle-là, qui est plus prédictif, qui est plus puissant, qui est plus rapide, et qui le fait de manière automatique, c'est une aide. C'est loin de remplacer un médecin, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est un point de plus qui va aider le médecin à prendre les bonnes décisions, et il en sera convaincu parce que c'est pas ce qu'on appelle une black box. C'est quelque chose de parfaitement compréhensible et qui s'appuie sur la connaissance médicale. Donc ça, c'est un peu nos points clés. Ensuite, on a donc validé le modèle. Donc on a un modèle au final qui trouve plus de 82% des patients, qui a été validé sur plusieurs centres de données, sur plusieurs autres centres de réanimation, donc avec les données de plusieurs hôpitaux. Et ça, c'est très novateur et c'est très avancé. Pour vous donner une idée, DeepMind à l'époque avait fait la même chose, une étude assez similaire, mais en fait, eux n'avaient eu accès qu'à une cohorte de vétérans américains. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire leurs données, mais seulement sur des vétérans américains et sans pouvoir le valider sur d'autres données. Là où nous, on a pu le faire sur 15 000 patients de population générale, tous les gens qui sont venus à Cochin depuis un grand nombre d'années, et ensuite le valider sur 8 ans de patients, 6 ans de patients dans d'autres hôpitaux français et ailleurs. Donc ça, on va finir dans 2-3 minutes, tout à fait. Donc ça, c'était le gros intérêt pour nous. Alors maintenant, si je vous parle un peu de la performance de ce modèle et de ce qu'on a trouvé. Donc un modèle qui trouve, et Jean-Daniel, on peut passer sur les slides suivantes, un modèle qui trouve donc plus de 82% des patients, résultat confirmé sur les autres centres de données qu'on a pu trouver, qui tire assez peu la sonnette d'alarme pour de mauvaises raisons, mais on a préféré qu'il tire plus la sonnette d'alarme pour de mauvaises raisons plutôt que de ne pas la tirer, donc essayer de ne pas rater de patients. Si on passe sur la suite, l'approche du projet, c'était une approche assez classique. On a commencé par regarder les données, par développer le modèle, améliorer le modèle et chercher les façons d'améliorer la précision et la pertinence du modèle. Et on a continué à travailler en permanence avec les équipes de Jean-Daniel, avec les médecins, pour s'assurer que tout ce qu'on faisait avait un sens d'un point de vue médical et que c'était pas juste des artefacts de données. On va passer rapidement là-dessus. Ça aussi, je pense qu'on peut passer rapidement, c'est le développement du modèle. Le type de données qu'on a prises, ce sont des choses assez classiques. Ce qu'on regarde, ce sont des patterns assez classiques. Sur la slide avec les graphes, là, que vous avez pu entrevoir, en fait, on s'applique à détecter des patterns, des schémas de données différents. C'est-à-dire regarder si les variables évoluent de manière différente ou si, en fait, elles ont des valeurs ou des niveaux sensiblement différents. Et c'est ça qu'on analyse. Quand on voit des différences significatives, on les combine dans le modèle et on essaie ensuite d'extraire le pouvoir prédictif. Au final, on va continuer à avancer dans les slides. Au final, on a une combinaison de 3 modèles. Parce qu'on a le modèle sur le premier jour au deuxième jour, le modèle du deuxième jour au troisième jour, qui sont pas les mêmes puisque j'ai plus de données, et ensuite les modèles au-delà de 3 jours. Ça paraît assez compliqué, et c'est pour ça qu'on a beaucoup simplifié, pour faire à la fin un seul outil qui absorbe les données du centre et qui redonne un score au médecin et qui lui dit là, il est à risque, pas à risque. Je vais terminer sur ce point-là, et on pourra directement passer à la conclusion de Jean-Daniel. Ce qui a été le résultat ensuite, c'est que Jean-Daniel a mis en place dans son centre de réanimation ce modèle-là. Et donc là, on a pu tester et comparer ce qui se passait avec les médecins. Donc, on fait tourner le modèle, et puis on demande au médecin, et toi, t'aurais dit qu'il était à risque ou pas? Et là, le modèle trouve plus de 80% des patients. Ça confirme tout à fait les résultats qu'on avait en validation externe. Le médecin trouve plus de 50% des patients. Donc on a une vraie valeur ajoutée du modèle en complément du médecin parce qu'on est en réanimation, que les choses vont très très vite et que plus on a d'informations précises et mieux la santé de nos patients s'en tirera. Voilà. À Jean-Daniel pour les prochaines étapes, parce qu'évidemment l'aventure est loin d'être terminée. La prochaine étape, c'est de montrer qu'effectivement, on peut utiliser ce modèle en le déployant, comme l'a dit Johanna, mais aussi en montrant que ça sert à quelque chose. Et ça, c'est une étude clinique qui s'appelle Parfait. Mille excuses pour le problème de police sur ce truc-là. Parfait, c'est une étude où on va armer un certain nombre de centres avec l'algorithme, avec quelques biomarqueurs et avec un livre de recettes pour éviter l'insuffisance rénale. Tandis que d'autres centres vont continuer à soigner les malades comme d'habitude. Et tous les 3 mois, on changera. Un centre oubliera l'algorithme et le livre de recettes jusqu'à ce qu'on ait acquis suffisamment de patients pour finalement évaluer le pourcentage de patients qui développent une insuffisance rénale persistante, l'utilisation de ressources, la mortalité,
le besoin de dialyse et l'impact en termes de mortalité, mais aussi en termes d'économie. Et pour parler d'économie, un essai comme ça, je veux dire, ça a un prix. C'est 1 million d'euros. Donc on cherche pour cet essai parfait 1 million d'euros et on est absolument persuadé que c'est la façon de montrer que effectivement c'est pas simplement de la recherche académique et c'est de la recherche qui change des vies, qui change des secondes vies et qui sauve des vies. L'idée c'est globalement de changer ces vies pour recréer des deuxièmes vies et les deuxièmes vies parfois elles ressemblent à ça, elles ressemblent à des gens qui ont 28 ans quand on leur annonce qu'ils ont un cancer et qui passent 3 mois en réanimation, qui manquent de perdre leur vie avant de finalement reprendre leur vie, créer une entreprise. Marine, maintenant, il y a une entreprise de maroquinerie, guérir de son cancer, reprendre une vie où on voyage et surtout une vie où on en crée d'autres. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça peut mieux armer nos équipes soignantes pour mieux soigner, mieux comprendre et finalement accompagner les gens vers ces deuxièmes vies. Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous nous avez consacrée et Johanna et moi, on sera ravis de répondre à vos questions et on espère qu'elles sont nombreuses sur tous les sujets possibles. Cher professeur, chère Johanna, merci beaucoup. C'était très intéressant. On a déjà quelques questions. Une première question, c'est comment vos travaux sont-ils accueillis par vos collègues médecins ? Est-ce que certains sont réticents à l'usage de l'intelligence artificielle dans votre métier, dans vos domaines? Et est-ce que ça représente une majorité ou plutôt une majorité de vos confrères? Alors, Johanna vous a dit que la beauté de l'algorithme que les équipes du BCG ont mis en œuvre, c'est que finalement, c'est un algorithme qui n'est pas basé sur des centaines et des centaines de paramètres, mais qui est basé sur des paramètres peu nombreux, une dizaine, et surtout qui ont une importance clinique compréhensible pour le clinicien. Elle a utilisé le terme de black box, et je pense que la crainte qu'ont aujourd'hui les gens par rapport à l'intelligence artificielle, c'est celle-ci. C'est se dire finalement, si on ne comprend pas ce qui se passe dans la machine, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cet outil qui va nous donner ces informations? Comme pour toutes les évolutions technologiques, il y a des early adopters, il y a des gens qui très rapidement se disent évidemment c'est là que ça va se passer. Et il y a des gens qui, un peu comme il y a encore des gens qui ont un téléphone à cadran si on en vendait, il y a des gens qui vont mettre du temps à finalement aller vers ces technologies. Je crois qu'on a une vraie responsabilité quand on est enseignant en médecine aujourd'hui de faire émerger dans les facs de médecine des chaires d'intelligence artificielle et pas des chaires d'intelligence artificielle pour faire en sorte que les cliniciens deviennent des chercheurs en intelligence artificielle, mais pour faire en sorte qu'on puisse s'asseoir à la même table avec des équipes comme l'équipe de Johanna et parler le même langage. Et en comprenant comment les datas sont acquises, la qualité des datas, c'est très important. Et en travaillant réellement ensemble, je pense que les équipes ont très facilement finalement confiance dans ces algorithmes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement les cliniciens, alors qu'au début on leur demandait est-ce que toi tu penses que ce patient est à risque, finalement maintenant ils regardent l'algorithme et quand l'algorithme leur dit attention à ce patient, finalement ils l'intègrent dans leur raisonnement. Donc je pense que quand ils comprennent le résultat, comment les données ont été acquises et comment elles ont été interprétées, je pense qu'ils l'utilisent et ils l'utiliseront de plus en plus. Ça va prendre un peu de temps. Merci beaucoup pour votre réponse. Avant d'avoir une autre question, je vous rappelle juste que pour poser une question, je vous invite à l'inscrire dans la fenêtre chat sur la partie droite de votre écran. Donc, autre question. Marjorie, juste une petite seconde, peut-être oui, que je vous en prie. Comme on est arrivé au terme de cette première heure et qui était censée être se terminer maintenant, on va libérer tous ceux de nos invités qui ont pris peut-être d'autres engagements et proposer à ceux qui le peuvent de rester encore 10 ou 15 minutes supplémentaires pour avoir le temps de traiter 2 ou 3 autres questions. Et on répondra à toutes les questions. En tout cas, d'avoir suivi jusqu'à maintenant ce webinaire. Merci Vincent.
Donc, autre question pour l'instant, comment sont utilisés les dons au sein de 101 ? C'est une excellente question. Donc, on a 3 types de programmes. On a des programmes qui sont là pour effectivement favoriser l'implémentation de ce qu'on sait, hein, mieux soigner, c'est ce fameux programme satisfaction. Donc, les dons qui sont fléchés vers ce programme satisfaction et vers l'amélioration des pratiques sont utilisés globalement pour connecter plus de centres. La connexion d'un centre, ça peut se faire de façon simple avec une application, mais pour le coup limité. Ça peut se faire aussi de façon un peu plus complexe en se connectant complètement sur leur système d'information. Là, pour le coup, ça a plus de coûts. Et puis, pour animer ce programme satisfaction, il faut payer des soignants qui, globalement, ont pour mission de coacher, d'accompagner les équipes vers cette amélioration des pratiques. Donc, c'est un gros poste de coût et d'utilisation des fonds. On utilise nos fonds pour faire de la recherche. Il y a actuellement donc un essai clinique, par exemple, sur la ventilation du syndrome de détresse respiratoire aiguë qui s'appelle PESETAS, qui est financé par les dons donc des généreux donateurs pour qu'on puisse avoir la réponse à une question qui est une question majeure. Comment ventiler les patients qui ont un SDRA comme le Covid pour faire en sorte qu'il y ait moins d'hétérogénéité en termes de survie. Et puis, il y a des programmes qui sont là pour accompagner. Par exemple, on a un programme qui s'appelle les Gardiens d'Espoir et qui permet d'accompagner des familles qui sont devenues monoparentales à cause du Covid et qui étaient déjà dans des situations financières compliquées, allocataires des minima sociaux, d'accompagner ces familles en leur donnant une allocation qui permette de rescolariser des enfants et de leur laisser un peu d'espoir. Donc voilà les 3 types de choses qu'on finance. Des programmes de formation, d'amélioration des pratiques, des programmes de recherche. Je vous ai donné l'exemple de Parfait. Pour Parfait, on cherche 1 million d'euros pour faire cette étude-là. Un essai comme l'essai sur la ventilation artificielle, c'est 1,2 million d'euros. Et des programmes d'accompagnement des patients, parce que il faut bien se dire que survivre à la réanimation, ça reste un choc, et il y a à peine 50% des gens qui ont repris le travail après 1 an quand ils ont passé 3 mois en réanimation. Là aussi, il faut faire quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le fait de savoir ce qu'il faut faire et le fait de faire en sorte que ce soit fait dans un grand nombre de centres, il y a quand même beaucoup d'étapes. C'est-à-dire qu'il faut démontrer une bonne pratique, démontrer quelque chose, prouver un algorithme, etc. Et ensuite, il faut le prouver, il faut le prouver avec des études scientifiques qui sont assez poussées et qui demandent des ressources, évidemment. Et ensuite, il faut la plateforme pour pouvoir le déployer sur les centres. Et donc, c'est ça la combinaison de 101, c'est-à-dire qu'il y a dans les différents modules que vous avez vus tout à l'heure, donc dans ces trois volets, vous avez bien la découverte scientifique et la démonstration scientifique, et ensuite la mise en œuvre et le déploiement dans les centres. Et c'est ça qui fait, l'un sans l'autre n'aurait pas de sens, et l'un avec l'autre nécessite évidemment des ressources. Merci beaucoup, Marjorie. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, navré pour ce petit moment. Quelle est votre vision à horizon 5 ans? 1 million de vies sauvées. Notre espoir à environ 5 ans, c'est 1 million de vies sauvées. Si je peux me permettre, c'est pas un espoir qui sort du chapeau. Parce que on dit comme ça a l'air, c'est un beau chiffre, 1 million à horizon 5 ans, etc. Ça a l'air très marketing et sorti du chapeau. Ça s'appuie en fait sur la mesure de l'écart à la bonne pratique aujourd'hui. Si on prend certains indicateurs très basiques, très communément acceptés dans le monde de la réanimation comme étant des choses qui sont les bonnes pratiques, les choses à faire, et qu'on arrive à amener un nombre de centres, nos centres, les centres 101 raisonnables à ces bonnes pratiques-là, en acceptant qu'il y a un taux, que ça va pas être 100%, ça va pas être tout le monde, etc., on arrive à 1 million de vies sauvées. Donc le potentiel est réel. C'est réellement ce qu'on peut faire parce qu'on a plus de 1200 centres qui ont signé ces chartes, qui sont prêts à s'engager, qui sont prêts à le faire, si on arrive à les nourrir suffisamment avec cette mesure et cette capacité de suivi. L'autre chose qu'il faut mentionner,
c'est que ça va nous permettre de changer l'efficience de ces centres-là, et ces centres-là vont contribuer des données qui vont pouvoir finalement nourrir ces algorithmes d'intelligence artificielle à développer. Il est évident que pour que le moteur de l'intelligence artificielle, c'est la data. Et la data de qualité. Vous avez besoin de vous appuyer sur des données qui ont été obtenues dans des centres dont vous êtes certain qui, pour le coup, appliquent les bonnes pratiques. Et ça génère réellement de la connaissance. Et vous générez aussi de la connaissance sur les centres qui sont avec des pratiques un peu suboptimales, parce que quand on collecte leurs données, on voit non seulement où sont les potentiels d'amélioration, mais on peut voir le poids relatif de différents paramètres, par exemple sur la survie, et savoir sur quoi il faut mettre l'accent pour faire baisser encore la mortalité dans ces centres. En termes de développement de l'intelligence artificielle, Johanna, peut-être que tu peux faire un commentaire sur la vitesse à laquelle les technologies évoluent et ce que la puissance de calcul rend possible aujourd'hui. De manière, vous le voyez tous, je pense que c'est dans la presse en permanence, mais il y a des développements qui sont extrêmement rapides. L'acceptabilité de l'intelligence artificielle est très élevée. Le cadre réglementaire évolue aussi pour nous permettre de le mettre en place. Donc on part d'une situation où c'était un peu science-fiction il y a quelques années, où maintenant on a de plus en plus de projets qui existent de ce type-là. Alors là où les projets se distinguent les uns des autres, c'est qu'ils ne sont pas tous dessinés avec les médecins, c'est qu'ils ne s'appuient pas tous sur suffisamment de données, c'est qu'ils n'ont pas tous les validations externes dont je vous parlais avant. Donc évidemment, il faut pouvoir un peu faire le tri. Mais en fait, on a quand même il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de modifications d'apport de l'intelligence artificielle à la pratique médicale et la pratique clinique. Évidemment, ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus vite, parce que ce qu'on va trouver en intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle, on le trouve plus vite que quand il faut faire l'étude de manière observationnelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir regarder en arrière et prédire, et ensuite j'aurai juste à valider, là où sinon il aurait fallu que je décide de commencer à regarder et attendre que ça se produise. En gros. Merci beaucoup. Donc je crois qu'on n'a pas d'autres. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai peut-être une dernière pour le professeur Chiche, en nous éloignant un petit peu du sujet qui a été traité là. Vous avez donc passé plus d'une vingtaine d'années à Cochin. Vous êtes depuis, je crois, la dernière rentrée, septembre-octobre, à Lausanne. Donc ça fait bientôt 6 mois peut-être que vous êtes là-bas. Est-ce que vous faites un rapport d'étonnement sur les pratiques suisses par rapport aux pratiques françaises telles que vous les avez connues? Oui, alors ce que je peux comparer, c'est 2 services de réanimation. Un service qu'on a construit en plus d'une vingtaine d'années avec des collègues et qu'on a bâti comme un système. C'est pas avec une culture de système et pas une culture de héros, et où l'utilisation de la data est quotidienne. Et un service où je suis arrivé, où j'ai trouvé un système d'information moins performant, et où les gens finalement n'avaient pas l'œil sur la data. Et donc, première chose, un potentiel d'amélioration très clair, y compris dans un service qui fait partie, je veux dire, le CHU vient d'être confirmé à nouveau comme un des 10 meilleurs hôpitaux du monde. Même dans un hôpital comme ça, vous vous rendez compte qu'il reste une marge réelle d'amélioration en se recentrant sur les données et en fournissant ces données aux soignants. Et très rapidement, l'implémentation de satisfaction au CHU, par exemple, ça se mesure déjà. Donc, le rapport d'étonnement, il est celui-là pour ce qui est de mon service. Après, le rapport d'étonnement sur le système, indépendamment du fait que les contextes politiques sont très différents, et notamment, vous savez que c'est un système cantonal avec des pouvoirs politiques cantonaux qui peuvent prendre des décisions différentes par rapport aux décisions de l'État fédéral. Une des choses qui est assez exemplaire dans cette institution, c'est sa réactivité et le fait que
on a vécu la deuxième vague ici avec une situation qui était déjà bien plus favorable qu'en France. En France, la première vague a été extrêmement complexe parce que monter de 5 à 7 000 lits de réanimation, c'était juste impossible dans un hôpital exsangue avec de grandes difficultés à recruter des soignants et à y avoir du matériel. Ici, vous avez une infirmière par patient. En France, il y a une infirmière pour 2,5 patients. Donc, lorsque vous devez doubler le nombre de lits à Lausanne, c'est pas très compliqué. Vous demandez aux infirmières de s'occuper de 2 malades. Elles râlent un peu, mais elles ne les mettent pas en danger. En France, comment vous voulez aller au-delà de 1 pour 2,5? 1 pour 4. Au Brésil, en ce moment, ils en sont à 1 pour 8. 1 pour 8, la qualité des soins dans un service où vous mettez 8 patients de soins intensifs pour un soignant, c'est impossible à maintenir. Investir dans la santé, c'est une bonne idée. Investir dans la santé, voilà. Donc vous avez sur l'écran qui apparaît l'adresse du site internet sur lequel, si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner donc l'initiative du professeur Chiche et puis le travail du BCG. On va clore là ce webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain événement. Encore une fois, toutes les informations sont sur nos comptes des réseaux sociaux, les comptes Banque Atlantique des réseaux sociaux, et puis sur notre site internet pour vous tenir au courant de nos événements. À tous, merci beaucoup et bonne journée. Pardon. Un très grand merci. Moi, je voulais remercier à nouveau la Banque Transatlantique et son fonds de dotation pour l'opportunité d'avoir cette tribune, pour cet accompagnement. Et on sera ravis, Johanna et moi, de répondre à des questions qui viendraient par mail, éventuellement par la suite. Très bien. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser vos coordonnées peut-être également à nos équipes pour être mis en relation avec le professeur Chiche et Johanna. Merci Johanna, merci professeur. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée.